Ceci est un livre audio autogénéré par Google. EDIFICES public ou religieux? Une histoire tourmentée. L'iconoclasme révolutionnaire. L'année 1789 ouvre pour les catholiques une nouvelle ère. L'Église voit ses statuts changer, et son organisation est bouleversée par un contexte politique moins favorable. Dès le 2 novembre, en effet, afin de faire face aux graves périls financiers qui menacent le pays, la Constituante met ses biens à la disposition de la nation. Les propriétés foncières et mobilières des communautés religieuses sont vendues tandis que les églises paroissiales se trouvent à la charge des pouvoirs publics. Quelques mois plus tard, la Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790, propose une nouvelle organisation culturelle du pays. Les nouveaux diocèses ont désormais pour cadre les départements qui passent de 134 à 83, soit un évêché par département avec pour conséquence la division des grands diocèses du centre de la France et le regroupement des plus petits dans le Midi. Simultanément, les paroisses trop peu importantes sont supprimées. On en comptait environ 40 000 en 1789. La Constitution civile en réduit le nombre pour en obtenir désormais qu'une seule pour 6 000 habitants. Ce modelage de la circonscription paroissiale condamne ainsi des milliers d'édifices cultuels, devenus inutiles, et comme de nombreux diocèses sont supprimés, beaucoup de villes perdent la prééminence qu'elles possédaient en tant que siège des évêchés, entraînant immanquablement des répercussions sur le sort de leur cathédrale. Dans le Languedoc-Roussillon, par exemple, la ville de Montpellier est choisie comme chef-lieu du département de l'Hérault tandis que Béziers devient seulement celui de la nouvelle circonscription administrative d'un de ces 4 districts. Dans l'Aude, si Carcassonne est nommé chef-lieu du département, Narbonne parvient initialement à conserver le siège épiscopal grâce à l'intervention du député Morin. Dans le Gard, c'est la ville de Nîmes qui obtient la distinction de chef-lieu tandis que les évêchés d'Alès et Uzès sont supprimés. Quant à Perpignan, elle reste chef-lieu du nouveau département des Pyrénées-Orientales. Surtout, après des mois d'anticléricalisme, la Terreur en 1793 impose la fermeture des églises encore destinées au culte, proscrit la religion et ses manifestations. Le 11 prairial en 30 mai 1795, un arrêté rend même l'obligation d'un serment de soumission aux lois de la République. La politique iconoclaste menée par les révolutionnaires vise alors à détruire les anciennes opinions, les idées établies par la monarchie et le clergé pendant les siècles précédents, afin de pouvoir imposer plus aisément ses propres convictions politiques et sociales. Elle se matérialise dans la création d'un nouveau calendrier, d'une nouvelle division administrative, dans le changement de certains noms de villes, la destruction des signes du royalisme et de la féodalité et du catholicisme. Les monuments sont particulièrement touchés par ces mesures. Dès le mois d'août 1792, l'Assemblée déclare en effet que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les monuments élevés à l'orgueil, aux préjugés et à la tyrannie. Le 16 septembre, elle annonce donc que toutes les statues, bas-reliefs, inscriptions et autres monuments en bronze et en toute autre matière élevés sur les places publiques, temples, jardins, parcs et dépendances, maisons nationales, même dans celles qui étaient réservées à la jouissance du roi, seront enlevées. Mises en valeur par des dirigeants décidés, ces mesures bénéficient de l'aide des armées révolutionnaires, des municipalités et des sociétés populaires locales qui veillent à leur application faute de pouvoir compter sur les populations qui considèrent le régime établi comme un usurpateur. C'est ainsi que, à l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, des éléments latéraux des grilles de l'édifice et les couronnements blasonnés sont découpés dès 1792. Le désastre est d'autant plus grand que l'exécution hâtive des décrets, effectuée par des ouvriers et entrepreneurs chargés des grattages et effacements salariés et payés à la journée par les administrateurs du district, dépasse les intentions des législateurs et la destruction des armoiries entraîne avec elle celle des sculptures qui les entourent. En raison du contexte révolutionnaire, cette politique iconoclaste est également inévitablement associée à de nombreux actes de vandalisme qui culminent entre 1792 et 1795. La plupart des églises subissent ainsi le pillage et les cloches, vases sacrés, ornements, orgues sont enlevés, dispersés voire détruits. À Nîmes notamment, les administrateurs du district annoncent que la plupart des monuments antiques, la presque totalité des tableaux des églises et même les estampes,
tableaux et gravures ont été incendiés ou détruits par des particuliers craignant que la fureur révolutionnaire ne les traîne à l'échafaud. À Narbonne, des actes particulièrement graves se déroulent, perpétrés par des protestants et en particulier par le représentant du peuple Milhaud. Les scènes qui se déroulent rappellent celles 2 siècles plus tôt des guerres de religion. En juin 1793, effectivement, dans l'église Saint-Just, le tombeau de Philippe le Hardi est profané, les mausolées des archevêques formant la clôture du chœur dépouillés de leurs statues et le gisant de Philippe le Hardi transporté sur une charrette jusqu'au bastion Saint-Côme où est dressé un autel de la patrie. On le brise à coups de barres de fer, et les morceaux sont jetés dans un grand feu de joie tandis que dans l'église, on essaye de faire tomber les colonnes du maître-autel en les ébranlant au moyen de câbles. Alors que la foule saccage et désacralise les édifices religieux, dévaste et pille nombre d'églises et cathédrales, la terreur en réinvente les espaces pour célébrer de nouveaux cultes. En effet, elle voit dans ce moyen une solution pour libérer la France de l'emprise du fanatisme catholique. Les différents cultes institués sont néanmoins distincts par leur source d'inspiration et leur chronologie, et se matérialisent par des cérémonies, comme les fêtes de la raison et de la liberté qui, en province, sont suivies sur le modèle de la capitale. Ainsi, la Constituante instaure le culte de la raison qui demeure toutefois hors des villes relativement limitées. Culte de substitution, il s'exerce dans la cathédrale voire l'église ornée des objets utiles à la République, qui devient par conséquent le temple de la raison, le lieu du civisme. Les cérémonies y sont ponctuées par des lectures, des discours et des hymnes à la liberté tandis qu'une femme vêtue à l'antique, pique à la main et bonnet rouge sur la tête pose sur un piédestal et représente la déesse raison. Le culte de l'être suprême, quant à lui, est décrété par la Convention le 18 Floréal de l'an 2, 7 mai 1794, à la suite d'un rapport de Maximilien Robespierre sur les idées religieuses et morales liées aux principes républicains. Plus tard, le Directoire tente d'imposer la théophilanthropie dont les croyances de base sont l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Enfin, le culte décadaire, célébré le 10e jour de la semaine, le décadie, est institué par la loi du 23 Fructidor en 9 septembre 1798. Ce sont les anciennes cathédrales, par nature les plus importantes représentantes de la religion catholique, qui sont choisies comme temples pour célébrer ces nouveaux cultes. Les cas d'églises affectés à cette distinction sont en effet plus rares et à Béziers si l'église de la Madeleine remplit cette fonction, c'est la cathédrale Saint-Nazaire qui devient le temple de l'être suprême. Il est entendu que semblables destinations ont des répercussions sur la silhouette des édifices. Ainsi, à la cathédrale de Montpellier, lors de la fête du 30 novembre 1793, une décoration cache le maître-autel et les tableaux du chœur sont voilés de draperies. Les seuls à être respectés sont les orgues, servant d'accompagnement, et les grands tableaux du chœur. À partir de mai 1794, les fidèles découvrent par ailleurs, tracée au-dessus de la porte du côté de la rue des Carmes, la mention suivante : le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Le déploiement des importants cortèges qui prennent part aux fêtes de la raison oblige également à débarrasser les nefs des églises de tout ce qui pourrait en gêner la circulation : stalles, jubés, clôtures, tombeaux. Quant au chœur, lorsqu'il ne devient pas un promenoir public, il est généralement occupé par une montagne contenant à son sommet l'autel de la patrie portant la statue de la liberté, montagne autour de laquelle évoluent d'ailleurs les acteurs de la fête civique. À Nîmes, les citoyens Meunier et Chancel obtiennent même l'autorisation de prendre les pierres provenant des démolitions de la citadelle, pour établir quelques constructions dans la cathédrale devenue temple. Les chapelles sont murées et transformées en magasins d'armes, en salles de comité, en buffet pour les repas civiques et à la croisée du transept se dresse la pyramide de l'immortalité entourée des bustes des législateurs républicains tandis que des statues chrétiennes sont travesties afin d'être plus conformes aux idées révolutionnaires. L'entreprise de démolition de Notre-Dame-des-Tables à Montpellier est significative de cet état d'esprit. En janvier 1794, le représentant du peuple boissais ordonne la destruction de cet édifice destiné au fanatisme et à la superstition. Son emplacement étant central, l'initiative doit officiellement permettre de pourvoir aux besoins de la ville qui manque de places de marché. Les révolutionnaires prévoient également de réutiliser les matériaux pour la construction du Temple de la Raison, dédié à la philosophie et à la vérité projeté sur l'esplanade,
et dont Boisset avait fait dresser les plans par Pajou, sculpteur de Paris, et Moulinier, architecte de Montpellier. La place du Pérou, rebaptisée de la Révolution, déjà jonchée de ses propres ruines, voit ainsi s'ajouter les matériaux de l'église. Heureusement, après la démolition de la façade, de la tour de l'horloge puis des voûtes et du grand clocher du côté de l'hôtel de ville, les travaux doivent être rapidement arrêtés sur opposition des propriétaires mitoyens qui craignent que ceux-ci endommagent leurs boutiques et échoppent. De tels exemples se produisent ainsi dans tout le pays, mais restent cependant limités. Effectivement, une fois les matériaux les plus précieux et les symboles outrageants enlevés, l'attention se détourne généralement d'eux, d'autant que la démolition de certaines de leurs parties pourrait entraîner leur effondrement. Les tours de la cathédrale de Laon sont ainsi sauvées après la constatation que leur démolition aurait menacé la stabilité de l'édifice, tandis qu'à Clermont-Ferrand, l'architecte Deval démontre à la municipalité que les matériaux, entassés sur la place et dans les rues avoisinantes après la destruction de la cathédrale, rendraient toute circulation impossible. Victimes de leurs usages. Un autre péril menace les bâtiments religieux quand ils ne subissent pas les affres des foules et de la politique, leur aliénation. Dès le 2 novembre 1789, en effet, afin de faire face à la grave crise financière qui menace le pays, la Constituante met l'ensemble des biens du clergé à la disposition de la nation. En contrepartie, le décret du 11 prairial en 31 mai 1795 donne aux communes la faculté de se servir des églises non aliénées pour l'exercice du culte. Au final, les biens de première origine sont vendus entre janvier 1790 et octobre-novembre 1795, ceux de seconde entre 1794 et 1795, ceux de troisième jusqu'en 1810. Quant aux églises paroissiales et aux cathédrales, elles se retrouvent à la charge des pouvoirs publics. Ces lois, en faisant passer les propriétés de l'Église dans les mains des particuliers, les réduisent à la situation juridique de simples biens fonciers et les mettent à la merci de leurs acquéreurs. En outre, lorsque leur taille est trop imposante, elles sont morcelées entre les différentes parties qui les constituent, l'église ou la chapelle, le cloître, les jardins, le cimetière, afin de faciliter leur aliénation. C'est le cas notamment en 1793 de l'église de la Major de Narbonne où l'église, le cimetière et les diverses dépendances constituent plusieurs lots, réserves faites des autels, de quelques objets mobiliers et d'une frise en marbre blanc. Par ailleurs, devant des églises désaffectées et par conséquent improductives, les acheteurs doivent résoudre une alternative, les démolir pour en récupérer les matériaux ou les transformer et leur trouver un nouvel usage. À Montpellier, l'église Sainte-Eulalie sert donc d'entrepôt de bois et de distillerie, et à Nîmes, l'église Saint-Paul devient, après 1795, d'atelier de menuiserie où l'on fabrique les boiseries de la salle de spectacle. On peut aisément imaginer les bouleversements architecturaux que peuvent entraîner de semblables utilisations. Le phénomène est national. L'abbatiale d'Ourscan dans l'Oise est victime d'un amateur d'art, Radix de Sainte-Foy, qui éventre les voûtes et les murs pour créer une ruine romantique. À Paris, la tour Saint-Jacques est sauvée de justesse pour servir d'observatoire à incendie et la Sainte-Chapelle devient un dépôt d'archives judiciaires. Les œuvres d'art ne sont également pas épargnées, telle la tenture de l'Apocalypse à Angers, datée de 1375 qui, disposée sur une estrade, sert de tapis lors de la distribution de prix. 10. Le désastre n'est pas moins considérable quand le propriétaire transforme le bâtiment pour l'habiter. À Narbonne, par exemple, l'église Saint-Sébastien qui faisait partie du couvent des Carmélites est vendue en 1793. Son couvent est divisé en 6 lots et dans le cloître, les banquettes en pierre qui couraient tout autour sont coupées en divers endroits pour ouvrir des portes pour les appartements créés après le départ des religieuses. Un vestige de l'église Saint-Cernin dans les remparts de la cite de Carcassonne. Ainsi, en définitive, après des dégradations de toutes sortes, l'aliénation consacre généralement la ruine des édifices. L'acquéreur, quel qu'il soit, a en effet intérêt à démolir car la crainte d'un retour au passé, l'inquiétude sur la validité d'opérations effectuées dans des moments incertains, peuvent lui valoir le ravissement de biens nouvellement acquis. Enfin, la destruction reste incontournable surtout lorsque les édifices sont cédés dans un tel état de délabrement que des réparations auraient dépassé les frais d'une nouvelle construction. Certains acquéreurs peuvent également trouver un avantage à convertir les monuments en carrières,
car la vente des matériaux peut se révéler lucrative. C'est ainsi que disparaissent des monuments entiers, et qu'avec leurs pierres sont édifiés de nombreux bâtiments publics ou privés tandis que certains de leurs précieux vestiges viennent sertir des collections privées. Un autre aspect s'avère fondamental pour la conservation des monuments, la guerre. Celle-ci est déclarée le 20 avril 1792 par l'Assemblée législative aux rois de Bohême et de Hongrie. Avec elle, la France s'engage dans un conflit qui ne se terminera qu'en 1815. Or, celle-ci nécessite des quantités considérables de matériaux comme la mise à disposition de bâtiments afin de garantir la sauvegarde du pays, justifiant les livraisons d'argenterie et la réquisition des églises et monastères pour en faire des magasins ou des dépôts. Les évêques, curés, fabriques et confréries sont en effet contraints de faire porter à l'autel des monnaies le plus proche toute l'argenterie qui ne serait pas indispensable à la décence du culte divin. Le décret du 10 septembre 1792 invoque le salut public et la patrie en danger, et considère surtout que les ustensiles en or et en argent employés au service du culte dans les églises conservées sont de pure ostentation, et ne conviennent nullement à la simplicité qui doit accompagner ce service. Afin de s'assurer une entière coopération de l'Église, un inventaire a d'ailleurs lieu dans chaque édifice afin de recenser tous les éléments précieux susceptibles d'être convertis en monnaie pour servir au paiement du prêt des différentes armées françaises. Tous les matériaux directement utilisables pour la guerre sont également récupérés par les directoires des départements. Les pièces d'orfèvrerie, les étoffes précieuses et les parchemins des chartriers peuvent être effectivement utiles à la fabrication des gargousses, les cloches converties en canons, le plomb enlevé des toitures ou des cercueils, des armatures des vitraux et même des cercueils pour servir à la confection des balles. La réquisition est même parfois étendue par la suite aux organes de plomb des canalisations extérieures des églises et aux grilles du chœur qui avaient remplacé depuis le XVIIe accent grave siècle les clôtures en bois pour la fabrication des piques, ou au dallage qui est enlevé pour extraire le salpêtre. À Carcassonne, l'église Saint-Vincent voit ainsi sa nef ouverte pour l'accumulation des bois de charpente et des pièces de fer, extraits des campaniles et clochers de la région, pour approvisionner l'armée des Pyrénées-Orientales en matériaux de charronnage. Le 13 germinal suivant, 2 avril, cette réquisition s'étend aux organes de plomb des canalisations extérieures, le métal servant à sceller les caisses de subsistance envoyées dans le Roussillon. À force d'ôter les matériaux, dans les plus malheureux des édifices, la pluie traversant les voûtes, transforme le sol en un véritable bourbier, attaque la base des piliers et désagrège les fondations. Une fois les parties précieuses ou réutilisables enlevées, les bâtiments sont affectés à de nouvelles destinations. Il faut dire que les programmes d'aménagement sont rarement compatibles avec les nécessités de conservation, comme le montre l'église Saint-Michel de Carcassonne désignée pour devenir un entrepôt de matériel militaire. L'ingénieur Champagne, chargé d'en aménager l'intérieur, installe 7 grandes forges doubles dans les chapelles de la nef et 2 forges simples dans la capacité de l'abside, élève un mur de séparation entre le quartier affecté au travail du bois et celui consacré au travail du fer, puis trace des voies de communication pour le service de la manutention ainsi que pour la main-d'œuvre. En dernier lieu, il propose même d'accroître le volume de l'éclairage en remaniant la disposition et la dimension des fenêtres. Quelles que soient les conséquences de semblables utilisations, il faut reconnaître que l'on doit aux officiers du génie d'avoir procédé aux réparations indispensables et ainsi à la sauvegarde d'un certain nombre d'édifices. Il faut également admettre que la réquisition de ces bâtiments leur a permis de retourner au culte une fois les conflits terminés, puisque dès lors inutiles au ministère de la guerre, contrairement aux bâtiments aliénés, tombés entre les mains de propriétaires privés. Pour les églises non vendues, pour celles restées paroissiales pour un temps, le maintien du culte reste la plus sûre protection contre le vandalisme. Encore faut-il nuancer le rôle de l'Église en matière de conservation. En effet, durant des siècles, le clergé a modifié l'architecture ou la décoration de ces églises en fonction des besoins cultuels mais également pour les mettre au goût du jour et ce même désir perdure lors de la période révolutionnaire. À Saint-Nazaire de Carcassonne, les révolutionnaires acceptent ainsi de mettre au point, en septembre 1792, un projet d'aménagement, le curé étant un des rares ecclésiastiques à montrer une attitude civique et une soumission au décret. Il s'agit de transporter le maître-autel au fond de l'abside et d'isoler par un balustre en marbre,
emprunté au mobilier de réserve, l'ancien chœur capitulaire de la capacité de la nef, travaux concourant à l'agrandissement de l'édifice et devant être financés par la vente des grilles de fer occupant certaines de ses parties. Malheureusement, la suite des événements empêche la concrétisation du projet. L'aménagement des églises est également remis en cause puisque les jubés ou les chœurs fermés ne peuvent désormais plus convenir, évoquant la séparation entre le peuple et le clergé. En outre, la Constitution civile ayant supprimé le chapitre, les places du chœur qui lui sont réservées n'ont plus de raison d'être, d'autant qu'elles gênent désormais pour l'exercice du culte. À Perpignan, à la suite d'une pétition des Marguilliers, l'église Saint-Jean-Baptiste voit alors sa nef dépouillée de son chœur espagnol dès la mise en place du clergé constitutionnel afin de concourir à la réorganisation, à l'embellissement et au dégagement de l'édifice, tandis que les blocs de marbre rouge de Villefranche qui le clôturent sont réemployés dans la confection d'un parvis. Le chœur de la cathédrale se trouve dorénavant dans l'abside alors qu'il était placé auparavant, comme dans certains édifices espagnols, dans la nef, au milieu de l'église, complètement isolé et séparé du maître-autel par un espace important. Simultanément, le clergé profite de l'opportunité de la suppression des abbayes et couvents, puisque la Révolution décide d'attribuer gratuitement aux paroisses le mobilier des églises conventuelles sécularisées. Il en résulte alors un transfert de toutes sortes d'objets et de mobilier: tables, chaises, lutrins, stalles, lambris, crucifix, statues, reliquaires, ornements, linge d'autel, livres liturgiques, tapisseries. Ainsi, si quantité d'objets d'art, de pièces de mobilier disparaissent, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont détruits, vendus ou convertis en monnaie, mais simplement parce qu'ils ornent ou servent désormais à d'autres édifices. Durant les 6 premiers mois de 1791 et au début de l'année suivante, le Directoire, assailli d'une kyrielle de pétitions, distribue de cette manière à toutes les paroisses qui en font la demande les mobiliers et objets des couvents et églises fermées. À Perpignan, l'église Saint-Jacques obtient l'autel des âmes du purgatoire jusqu'à présent dans le couvent des Minimes, des Aubes, divers ornements et le maître-autel des Augustins, l'autel de Saint-Pierre martyr du couvent des Dominicains, l'autel de Saint-Féréol du couvent des Minimes puis plus tard, l'autel du Rosaire des Dominicains. Toutes ces réalisations sont néanmoins de courte durée car la Terreur, en 1793, impose la fermeture des églises. Ce n'est qu'après la première loi de séparation de l'Église et de l'État, votée le 25 février 1795, que les catholiques peuvent occuper à leurs frais les édifices pour célébrer les offices tandis que les cathédrales et certaines églises restent réservées au culte décadaire. La liberté est alors toute relative puisque les processions, les sonneries de cloches, l'habit ecclésiastique et les associations restent interdits. Il faut attendre l'arrêté du 25 décembre 1800 ordonnant la réouverture de toutes les églises pour les voir retrouver leur destination première, et surtout constater, après les différents usages de la Révolution, l'ampleur des dégâts. Pour celles qui n'ont pas subi les avatars de la réaffectation, les résultats sont tout aussi consternants, c'est le manque d'entretien qui a raison d'elle. De l'éducation à la connaissance. Malgré le spectacle de désolation se déroulant sous leurs yeux, les populations n'ont d'autre recours que de rester des observateurs impuissants. Elles ne montrent ainsi que peu d'empressement à livrer leurs objets du culte, ou même à procéder aux inventaires. À Carcassonne notamment, en avril 1792, un dépôt dans lequel est prescrit la centralisation des objets mobiliers, ne rencontre pas les résultats escomptés puisque 2 semaines après, il n'a pas encore fait de versement au magasin du district. Certains tentent surtout de conserver ce qui peut encore l'être. Des objets du culte comportant des références au royalisme ou à la féodalité sont ainsi cachés aux autorités. Quant à la disparition de ces marques sur les églises, cathédrales et autres monuments, elles restent liées au bon vouloir de ceux chargés d'appliquer les lois. À Narbonne, la municipalité a notamment bien du mal à se faire obéir. Le citoyen maire a dit que la société républicaine avait envoyé à la municipalité une députation pour l'instruire qu'il existe encore sur les murs des remparts de cette commune, et dans quelques édifices nationaux des restes des anciens vestiges de la féodalité, que comme c'est sans doute par oubli ou pour n'avoir pas été plus tôt instruit que ces vestiges de l'Ancien Régime, ont échappé à la surveillance de la municipalité qui s'est donné jusqu'à présent tous les soins et a fait toutes les perquisitions nécessaires pour qu'il en exista plus le moindre vestige,
il conviendrait de donner des ordres de suite à l'inspecteur des travaux de la commune pour les faire détruire. Il faut dire que les idées révolutionnaires ne sont a priori pas propices à la conservation des vestiges d'un temps révolu. Cependant, les 13 et 19 octobre 1790, l'Assemblée constituante confie par un décret à la municipalité à Paris et au directoire des départements la garde des monuments, églises, archives et bibliothèques tombés dans le domaine public, distinguant parmi les monuments élevés par l'Ancien Régime ceux qui rappelaient le souvenir du despotisme, et ceux qui intéressaient essentiellement les arts. Certaines personnalités étaient déjà intervenues en leur faveur avant la Révolution comme, en 1787, l'abbé Mercier qui à propos de la Fontaine des Innocents à Paris, suggérait qu'aucun monument ne soit détruit sans une enquête préalable de l'autorité publique. À Narbonne, en novembre 1792, le peintre Gamelin, sensibilisé par la perte des tableaux et autres œuvres d'art, demande également qu'on recueille dans un même local ceux appartenant à la commune qui, dispersés en divers lieux, risquent d'être dégradés, enlevés, et propose même d'affecter à cet objet l'ancien palais des archevêques. Si la décision est prise, elle n'est malheureusement pas mise à exécution. Monument, ce concept prend avec la Révolution une véritable signification. Si Montfaucon puis Diderot l'avaient évoqué, c'est Milin qui désignera par ce terme les bâtiments eux-mêmes, nommant ainsi la Bastille qui est en cours de démolition. Par cette notion, il entend tout ce qui peut fixer, illustrer, préciser l'histoire nationale, et sollicite l'attention des membres de l'Assemblée constituante en introduisant le terme dans le langage courant. Par la suite, l'abbé Grégoire, en lisant devant la Convention ses rapports sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, fait naître à propos des actes perpétrés vis-à-vis du patrimoine la notion de vandalisme. Les interventions en faveur du patrimoine se multiplient ainsi rapidement, telles celles de Lacanal ou de l'architecte Bélanger de Barrère, tandis que Félix Vic d'Azyr rédige une instruction dénonçant l'incompétence et l'excès de zèle des citoyens chargés d'effectuer le tri parmi les objets d'art et tente de faire comprendre la nécessité d'une conservation. Présentée le 28 Frimaire en 18 décembre 1793, elle ne tarde pas à être adoptée par le comité d'instruction publique de la Convention nationale. Peuple français, peuple protecteur de tout ce qui est utile et bon, déclare-toi l'ennemi de tous les ennemis des lettres. Couvre surtout les arts de ta puissante égide afin que tu puisses dire un jour comme Démétrius Polioclète : j'ai fait la guerre aux tyrans, mais les arts, les sciences et les lettres n'ont jamais en vain réclamé mon appui. Ainsi, singulièrement, la Révolution est le premier régime qui tente d'organiser la conservation des monuments. Le 6 juin 1793, sur le rapport de Lacanal, la Convention décrète même une peine de 2 ans de fer contre ceux qui se seraient rendus coupables de dégradation, puis par un décret du 24 octobre 1793 qu'elle n'entend pas détruire les monuments des arts, de l'histoire et de l'instruction et interdit enlever sous un prétexte quelconque, de détruire, mutiler, ni altérer en aucune manière sous prétexte de faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté, les objets qui intéressent les arts, l'histoire et l'instruction. Ces mesures ne peuvent cependant que se montrer inefficaces puisque la Convention considère comme secondaire leur application vu les circonstances. En définitive, ce qu'elle désire alors en priorité, c'est surtout empêcher que ces actions aient des conséquences sur la vente même des biens nationaux. Il m'a été porté des plaintes sur des dilapidations et des dégradations qui se sont commises dans des maisons nationales, par ceux mêmes qui devaient veiller à leur conservation. Des commissaires chargés de procéder à la vente du mobilier qui s'y trouvait, y ont compris les portes, les cheminées, les grilles, parquets, boiseries, balcons et autres objets faisant corps avec l'immeuble. L'enlèvement et l'arrachement de tout cela ont tellement endommagé et dégradé les bâtiments, que des édifices, dont la vente pouvait être avantageuse pour la nation, parce qu'ils offraient des habitations toutes prêtes à recevoir des acquéreurs, resteront peut-être invendus ou seront donnés à vil prix parce qu'ils ne présentent plus que des masures qu'on ne pourra rendre habitables sans des dépenses énormes. Il est infiniment pressant de prendre des mesures pour que cette portion de propriété nationale ne perde pas de sa valeur. Je vous prie donc de recommander de la manière la plus expresse, aux administrations qui vous sont subordonnées de ne comprendre dans la vente du mobilier des maisons ci-devant religieuses, et de celle des émigrés, que des meubles proprement dits. Enfin, lors de cette époque,
Il est délicat de s'impliquer en faveur de la protection du patrimoine faute de se voir soupçonné rapidement d'être contre-révolutionnaire ou blanc. D'autre part, lorsqu'enfin il devient possible d'engager des poursuites contre les contrevenants, celles-ci se révèlent sans effet. À Montpellier, le représentant du peuple, Giraud Pouzol, fait juger les auteurs des dévastations commises sur la place du Pérou. Par malchance, en octobre 1795, une loi abolit tout décret d'accusation ou d'arrestation, tout mandat d'arrêt, toute procédure, poursuite et jugement portant sur des faits en relation avec la Révolution. Ce n'est que plus tard que des actions de répression pourront se concrétiser envers les destructeurs du patrimoine, notamment contre les membres de la bande noire, acquéreurs peu scrupuleux spéculant sur la démolition des édifices et leur revente. À Carcassonne, notamment, le cloître de Saint-Nazaire avait été acquis par Jean Loubet le 26 prairial 1796. Avant d'avoir consigné l'acompte légal sur le prix de l'adjudication, celui-ci s'était mis à en abattre les constructions. Le 20 janvier 1797, sa déchéance fut donc prononcée et l'enclos capitulaire porté sur un état de revente. Il tenta bien de protester mais sa demande auprès de la Régie des domaines fut repoussée par un arrêté des consuls du 19 novembre 1800. Une enquête du 29 janvier précédent avait établi qu'il avait réduit le cloître à l'état de ruine. Les 4 murs étaient encore debout, mais environ 600 quartiers de pierre jonchaient la superficie du sol, et des anciennes galeries. Il ne subsistait que 2 travées de voûte, l'amorce d'une 3e travée, un arceau isolé et quelques marches d'un escalier. L'acheteur n'avait épargné que la superstructure du puits, et le bassin circulaire de la fontaine. Afin de tenter de sauver le patrimoine jugé par les autorités digne d'intérêt, certaines mesures sont prises dès le début des événements. De 1790 à 1795, en effet, la Commission des monuments puis la Commission temporaire des arts, organe des comités de la Convention, essayent de former en province, avec le concours des gens de lettres et des savants, un réseau de correspondants locaux et adopte une instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement. Le gouvernement, citoyen, étant sur le point de prendre un parti relativement aux églises et cathédrales et autres qui ne sont pas employées à l'exercice du culte, et voulant conserver celles dont la beauté, liane portant sous la destination peuvent offrir des avantages pour les progrès des arts, pour le culte ou pour quelque autre objet d'utilité publique, je vous invite à choisir dans votre arrondissement l'architecte le plus connu par ses talents et ses connaissances, pour me donner des renseignements et un rapport détaillé à ce sujet. Ce rapport devra présenter le détail descriptif de ces églises et les noms de celles qui méritent d'être conservées. Il renfermera aussi tous les renseignements nécessaires sur leur état de solidité ou de délabrement, avec l'aperçu des dépenses auxquelles les réparations à y faire pourraient entraîner le gouvernement. Malheureusement, l'établissement d'un inventaire général suppose d'importantes ressources financières que les départements refusent de prendre à leur charge, estimant qu'il ne constitue pas une priorité. La Commission a donc recours à des correspondants bénévoles. En outre, comme la pénurie financière empêche les membres de la Commission centrale de procéder à des visites sur place, l'action protectrice ne dépasse guère les environs immédiats de Paris. Ainsi, les circonstances se montrent décidément peu favorables à la conservation, d'autant que la Commission des monuments est brusquement interrompue et condamnée pour incivisme. Les inventaires font tout de même exécuter des travaux destinés au sauvetage d'édifices, notamment aux cathédrales de Chartres et d'Amiens, même si souvent l'action se limite à extraire les objets. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.